Pour sauter évoqué tout à l'heure, là où tu as entré en fonction, c'était dans la période de désengagement des forces onusiennes. Mais maintenant, est-ce que il y a des gens qui croient que je dis nous en face côté n'a payé le prix de l'insécurité? C'est-à-dire, nous avons une force onusienne qui t'a essayé de nous camber question insécurité, stabilité, etc. Et puis le gouvernement qui t'est venu, Jovenel là, il n'a pas pris disposition pour te demander retrait troupes là. Il y a des gens qui croient que c'était une forme d'affront par rapport à l'international, qui était peut-être voulu rester toujours sous territoire, et c'est sous demande de l'autorité haïtienne qui vient plier bagage. Il y a des gens qui croient que ça nous vient là, qui détériore après le départ du ministère, c'est payer, à faire nous payer le prix de sécurité, et je dis, qui va faire que réticents avant même de commencer à aider nous à résoudre le problème, notamment avec un appel pour question pour une force robuste. Discussion en fait dans les Nations Unies pour regarder est-ce que c'est force onusienne ou bien force nationale, de décider une force multinationale. Et je dis à force nationale, il y a peine pour le débarrer. Donc, un commentaire par rapport à un avis comme ça. Bon, toujours respecter l'opinion des autres. Et bien entendu, bien dit, c'est une opinion. Et moi, je pense que même l'homme arrivé, c'était le processus de désengagement qui a commencé déjà. J'aime comprendre selon ça, et conversation de la président, il était estimé que, comme nouveau gouvernement qui a démarré, et ça a peiné, ça a des difficultés et pour attirer des investissements étrangers avec une force étrangère sur le territoire. Parce que ça a un message d'instabilité sur une force étrangère à la CAO. Je pense que c'était une barre qui était vraiment préoccupée dans ce sens-là. Et je ne sais pas si c'est la raison principale qui était fait au moment de ça, mais on connaît que c'est une barre généralement toujours, c'est une raison généralement toujours baille. C'est le fait que la présence onusienne 46 ans nuit et la recherche de l'investissement étranger en Haïti. Mais, par contre, je pense tout, et au Noir en force étrangère, en force onusienne, et qui est décapé, rétablir sécurité, mais ont toujours attiré investissement étranger. Et parce que l'on veut ou non, il y a difficile en pile. Il y a des gens qui difficiles, des économies certaines instables, mais il y a des entreprises très souvent qui vont faire choix pour investir et quand même en début du fait qu'il y a une certaine stabilité parce que qu'on est avec la présence des forces étrangères, ça a contribué pour au fur et à mesure renforcer le système de sécurité PIA et bien graduellement des engagements pour propre structure de sécurité pays à prendre en charge. Mais je pense que c'est ça qui est important. C'est la négociation, c'est voir comment, qui étape, qui mécanisme même les forces, une force onusienne sur place, tant que ça qui pas fait dans le ministère, c'est d'avoir dans quelle mesure qu'a renforcer la structure de sécurité haïtienne et ouais comment l'air quitté, qui ça a quitté. Par exemple, bon bagay qui toujours a fait actualité ces jours-ci, c'est question hélicoptère. Qu'on y a pas monde qui va parler qui dit que si bagay hélicoptère. Mais écoutez, au connaît c'est une bagay que me toujours l'aime dérivé ministre, une bagay me toujours parler avec les Nations Unies avec Hélène Nalim, c'est dans quelle mesure est-ce que hélicoptères ça c'est des hélicoptères carité, mais c'est pas des hélicoptères de carité parce que c'est pas propriété des Nations Unies, c'est des hélicoptères qui généralement sont loués. Que les Nations Unies louent. Mais une barrière nous demander c'est dans quelle mesure pour qui ça nous parle comment on peut nous former des pilotes d'hélicoptères. Parce que en ce moment où vous voulez un hélicoptère, nous avons et c'est vrai c'est détail c'est la l'acquisition d'hélicoptères mais est-ce que nous avons des pilotes d'hélicoptères qui préparent. Nous faisons des marches, nous faisons des plaidoyer mais pour ça va en aboutir. Donc bon écoutez et l'offre des marches là demandé pour que ça nous pas Nations Unies pas contribuer pour permettre au moins des jeunes haïtiens formés pour former des pilotes d'hélicoptères parce que hélicoptère nous pas seulement aujourd'hui parce que nous besoin la police besoin pour aller battre contre bandits mais par un état sérieux pas supposé qu'il y ait un hélicoptère la Cali là en cas de désastre naturel par exemple si il y a un déplacement qui fait là un accident et terrible son route nationale pour transporter de mon victime de à capitale pour meilleurs soins.
C'est des bagages qui sont normales, un hélicoptère dans le pays. C'est un instrument qui est nécessaire. Mais je dis qu'on a besoin de lui, et pourtant, on n'a pas un pilote. C'est que sous un hélicoptère, je dis là, on va acheter l'hélicoptère, on va obligé de chercher un pilote étranger pour qu'il fasse. Bon, c'est entre-temps, pardon à parler de ça, et comme l'armée a fait des recrutements, bon, c'est extrêmement important pour l'armée et une coopération avec le Mexique, qui vraiment poussé avec l'ambassadeur Guilamotte, qui était une coopération militaire. Bon, c'est une coopération qui a exploré ça à tout. Pendant que l'armée a fait des recrutements, il faut penser à faire des recrutements des jeunes, nous avons des coopérations, il faut des préparer, étudier pour venir des pilotes d'hélicoptères. Parce que nous ne pouvons pas demander à acheter l'hélicoptère, après l'hélicoptère vient, nous avons un pilote spécialisé pour lui. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas comment et tout à l'heure, dans l'intervention que vous avez fait, et suite à la réponse que vous avez à la question ensemble, concernant et actif que Mission Nations Unies en dernier, c'est ministre a gagné ici, ou dit que le mieux aura été que nous gagnions de force nationale qui a fait travail par nous. Absolument. En même temps, tout, vous parlez de faiblesse qui gagne dans le cadre de mission qui fait que des fois, il y a des barres qui ne pas gagner. Et vous parlez de questions interlocuteurs perspicaces que Haïti, et souvent, il n'est pas gagné pour demander de barres que le besoin par rapport à vraie mission que mission ça a gagné souterrain. Restaurer l'ordre public, créer un environnement serein, mettre structure pour élection faite, renforcer par exemple structure de sécurité par nous ici pour permettre que nous pas besoin de force ça. Est-ce qu'on estime que l'État haïtien échoue dans la plaidoirie qu'il fait au niveau international par rapport à ça? Et s'il échoue, qui ça fait échec là, je dis, qui ça fait plaidoyer efficace pas qu'à fait dans le niveau ça pour que désormais, nous pas besoin à demander que ces forces étrangères qui ont succédé, venir aller, que le problème n'a été entier, sinon l'empirer, qui ça estime qu'à fait pour que plaidoyer ça lui-même lui atterri et que le bail résultat nous gagne de forces de sécurité qui a sécurisé le terrain et conformément. Merci beaucoup pour la question. Et je pense que est-ce que je peux dire l'État échoué? Je ne peux pas dire l'État échoué, même qu'à dire l'État malheureusement vit dans une situation de faiblesse. Et pour qui ça me dit qu'il vit dans une situation de faiblesse? Parce que il y a des situations, du moins des actions qui sont supposées des actions régaliennes que nous pas prenons. Et il n'y a pas autre chose, pour moi-même, à mon avis, car il y a l'autre monde qui a l'autre opinion, mais il n'y a pas autre chose que la résultante de notre instabilité politique chronique. Et instabilité politique, ça, par l'autre bagaille que le comportement de nos politiciens. Malheureusement, nous vivons une société qui est totalement divisée. Nous avons une société qui est totalement... Et pour plus clair, moi je dis que la question de l'intérêt national n'est pas toujours au premier rang. Je pense que c'est ça qui est le problème. Pour qui ça me dit que l'État toujours... à tous les niveaux, à la fois au pouvoir et l'opposition? Et la société civile aussi, le secteur privé, tout pays, toute entité pays. Et c'est ça qui fait me penser que l'important pour tout en nous pas arriver là, au niveau de cohésion nationale, on plan national et probablement qui a sorti une sorte de dialogue national là, pour une réconciliation, etc., qui va permettre au moins nous gagner une certaine cohésion, l'agenda, la vision comme une nation, comme un État, qui va permettre de continuer à poser des actions qui allaient vers la défense de la souveraineté nationale. Au paradis, moi, ça que j'aime dire avant, la meilleure chose, ou du moins l'idéal, ça aurait été d'avoir notre propre force nationale pour qu'ils bataillent contre bandits, pour qu'ils prennent contrôle et éviter que sur nos territoires que nous barrons là-dedans. Ça aurait été la meilleure chose. Mais
vin gen d'autres facteurs qui contribuent à ça, qui capable de devenir plus compliqué. Mais que l'on verra ou non, mes amis. Et j'ai seulement 55 ans. Et je suis grandi dans Port-au-Prince. Je connais l'époque de l'armée. Et il y a un série de bagages qui ne pas permettre de faire. Et je pense qu'il y a un série d'attaques où fait son force, on caserne par exemple, ou pas jamais joindre des militaires vider l'aller de quitter la bataille jusqu'à la dernière cartouche. Mais dans ce premier temps, il faut nous connaître que une chose toujours dit, malheureusement nous avons une police qui formée qui pas formée avec une doctrine militaire, c'est une police civile, une police militaire. Cela veut dire que l'important pour nous continuer qu'un structure, l'autre structure de sécurité, tant pour l'armée, ou dans quelle mesure nous continuer le travail pour renforcer, pour gagner notre armée nationale, même si qui pas l'armée nous avons gagné avant, mais on a armé avec notre doctrine, qui est là pour la protection des frontières, pour assister la population en cas de désastre naturel, etc. Et on a des unités antiterroristes, des unités qui sont là pour protection frontière, qui sont obligées pour les fronts. Parce que pour les fronts, pas de formation pour ça. Parce que c'est tout l'autre bagage, ça m'a dit que pour me finir avec question et camarades là, je pense que l'État, je ne sais pas quoi elle faille, non, je pense que l'État, il arrive à un moment, force de nous assister à des ringolades et effritement et valeurs, il vient faire l'État faible. Et un État qui est faible, il n'est pas nécessairement un État failli, mais un État qui est renforcé dans la mesure où il y a des actions stratégiques et visionnaires qui permettent au moins de refaire l'État, restaurer l'ordre, restaurer l'autorité de l'État est capable. Alors, je peut-être par rapport avec ce comme si nous avons des forces qui ont capacité pour gérer les questions sécuritaires dans le pays, l'État qui a capacité pour garantir l'effectivité. Mais je me rappelle, vous avez servi l'État au plus haut niveau, et à plusieurs niveaux même. Donc, est-ce que vous estimez que des efforts qui ont fait à niveau ça pour ne pas arriver là, côté de la justice, notamment particulièrement ou même comme responsable de participer dans le Conseil des ministres, le Conseil du gouvernement, en termes de proposition, l'idée, vous pensez que vous avez fait œuvre qui vaille, j'aime les médias, pour ne pas arriver là? Bon, je pense que j'en dis, les réponses dans deux côtés. Une bonne réponse pour nous dire, comme toujours, comme qui ont une réponse comme, et tout le monde toujours dit, moi-même seulement pas la changer. Mais moi-même seulement tout, s'il y a plusieurs moi-même seulement qui font contribution et qui apportent un changement. Et un ministre qui est dans le conseil de gouvernement ou bien un conseil des ministres, pas oublier toute décision prend, son structure collégiale. C'est-à-dire, on décision prend, et à ce niveau-là, et on ministre seulement pour compte qui a venir à idée, qui a accepté, qui a discuté, qui a rejeté, mais ça reste toujours la décision de l'exécutif. Et moi-même, bon côté PAM, au niveau PAM, je pense que je qu'à contribuer et me contribuer dans un certain niveau et au niveau international pour me dire comment je qu'à toujours continuer et pour te assistance à l'exécutif d'alors pour te permettre au moins changer narrative là et changer approche et en termes de vis-à-vis de gain. Et je pense que je me déposer quelques contributions en ce sens. Nous allons revenir sur le mécanisme de transformation et force là, mais une question qui est un petit peu embarrassante. Le pouvoir du gouvernement, vous pensez qu'il était à niveau, à la hauteur de tâche ça, que vous souhaitez que l'État aille, à la hauteur? Bon, son question vraiment difficile. Je ne vais pas arrêter pour me dire est-ce que était à la hauteur ou bien à un niveau ça ou pas. Je ne vais pas faire jugement ça. Je pense que je préfère quitter pour les historiens et les juger pour le faire. Moi-même, je ne vais pas faire jugement ça. Pendant les dernières années, Greenback qui augmenté la question de sécurité, c'est un accès facile à ZAM que on série groupe de jeunes garçons, peut-être qu'on y a de jeunes filles qui dans la société. On connaît le monde captant de, on connaît que Haïti pas produit ZAM. Pas fabriquer ZAM. Donc ZAM yo saute son côté que vient en Haïti. Nations Unies
dans le rapport sorti en janvier 2023, dit en grande majorité, les amis partis de États-Unis, notamment en Floride, pour venir en Haïti, parfois transiter par la République dominicaine. Ça c'est un. Deux, Nations Unies, nommément, le jeu doit être sur une cérémonie, que ce soit d'entrepreneurs, que ce soit de politiciens ici en Haïti, qui participent dans alimenter la question de sécurité en Haïti. Ça c'est deux. Trois, sous période d'administration que tu fais partie de l'IA, pas songer si c'est exactement dans le moment où tu es ministre, il y a une institution. Aucun moment de ministre, 2018. Oui, nous connaissons le mot, mais ça ne pas songer. Il est donné là, qui est public. Oui, on va parler de CNDD, une institution que pour pouvoir te faire partie de l'IA, te réactiver pour te faire un travail. Et que il parlé d'une série de familles qui impliquée dans la question de vente de munitions et des armes illégales ici en Haïti. Le nous ça comme facteur, d'abord question pour nos amis. Généralement ici en Haïti pouvoir prendre douane, le bail de particulier qui fait ça ouvrir avec. Le nous ça comme facteur de vente qui pour moi-même c'est des facteurs clés qui alimentent l'insécurité. Et puis premier réflexe, bon, on dit réflexe jusqu'à présent qui est public là, c'est retourner vers force onusienne pour venir intervenir dans le pays. Est-ce que c'est pas contourner le problème non pour X ou Y raison que je ne connais pas? Ou pas penser aborder question pour venir aux armes pour la famille ça qui est impliqué dans la question pour que ça nous comme si parole ça ou répression on ne peut pas parler comme ou même qui surtout fait partie de un pouvoir qui est témoin ou bien qui par laxisme ou par complicité participer dans faire monter l'insécurité, l'on fait ça comme proposition, est-ce que c'est pas contourner problème non ou bien fuir responsabilité? Bon, je pense que question est assez complexe, mais je ne pense pas qu'à aucun moment, et je pense que c'est un problème qui gagne dans la société actuellement là. Nous amalgame, nous mélanger tout le bagaille. Et certes, les Nations Unies ont un rapport sur la question de trafic des armes, et surtout les armes qui viennent en Haïti au côté ressorti. Et comme tu as bien dit que nous pas fabriquer des armes, et nous avons une quantité d'armes dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a une provenance. Et tout le monde a une provenance. Et je pense que du côté de l'administration américaine, ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent que quelque part, il y a une contribution et de manière involontaire qui baille, parce que toutes les armes sont associées aux États-Unis. Et je me rappelle que l'administration travaille de concert avec l'autorité de Floride, de prendre des mesures pour réduire et quantité d'armes qui privées. Et c'est pour une des raisons de mettre beaucoup plus comme des cadres de structure qui sont beaucoup plus strictes pour empêcher les armes. Mais écoutez, une chose que je voulais faire nous connaître que et je suis sûr que vous connaissez tout et le marché et business des armes c'est pas un petit son business ou du moins son domaine qui est très puissant et il contourner toute structure qui est déjà en place pour si toutefois faire les armes venir pas de côté et voir pour même un pays qui a une structure faible de contrôle. Et ça qui arrive du côté des Américains en Floride, prendre des mesures pour aider à réduire la quantité d'armes qui rentrent. Et pourtant, là, les armes rentrent au niveau par nous-mêmes, nous n'avons pas une structure qui est assez efficace pour empêcher, pour détecter. Par chance, ça arrive. Supposition ou information? Bon, non, ça va me supposer, parce que c'est par chance. Ça qui arrive que douaniers, ça échappe, mais très souvent, ils vont faire des coups, et des armes qui viennent. Mais il faut qu'on ait tout, qu'on aspect tout, qu'on aspect dans la diaspora, des gens qui contribuent, qui ont des armes, parce qu'ils étaient en commerce, ils ont un business, etc. Je pense qu'il y a plusieurs aspects dans ça, pour nous tenir compte. Mais, les préférables, nous quitter chaque secteur, gérer les questions qui concernent là, en fonction de sale gain comme objectif. On parle de CNDDR. On connaît qu'il existait, c'est une structure qui existait, on connaît qu'il a longtemps, qui était réactivée. Et il dit, on fait un travail. Il dit, on a un rapport. Eh bien,
que nous quitter institution qui ont charge de ça fait suivi. Sous période, nous n'avons pas discuté de travail ça, conseil de gouvernement, conseil des ministres. Ou pas de consensus de 11 millions. Non, pas nécessairement ça, parce que pas oublier, il y a une structure dans le gouvernement qui est responsable de sécurité, qui c'est CSPN. Qui n'est pas tout ministre qui la donne. Et la donne, il a discuté. Non, généralement, c'est au niveau de CSPN. On connaît le ministre avec déjà balancé CSPN. Je ne vais pas vraiment connaître ça. Alors, vous connaissez que ça va rentrer dans la transformation force directement. Dernière question, vraiment dernière question, parce que là, on a parlé avec un monde qui font gros carrière dans la diplomatie. 33 ans vendredi. Exactement, haïtienne. Et il y a des discussions qui fait, il y a de vis-à-vis que nous gagnons, par exemple. Moi, rappelez-moi, sous la présidence de M. Martelly a dit qu'il a pour mobiliser l'armée. Les États-Unis étaient carrément opposés à ça, et puis finalement, bon, l'armée n'a pas trop mobilisé. Le président Jovenel Vini, il dit la fait. Le président Jovenel fait, ou fait partie de l'administration Jovenel, forcément, mais les États-Unis ont toujours décidé que les pas coopérer avec Haïti dans le niveau ça. Qui plaidoyer nous fait face à États-Unis, qui raison que le bail qui fait que dit question là mais li pas là-dedans. Bien content question ça et question ça permet de porter des clarifications pour un pile monde qui pas connaît. Président Martelly était voulait remobiliser l'armée mais les gens étaient voulaient remobiliser là, il y a certaines difficultés. Ensuite à l'époque j'étais ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Ensuite nous venons des propositions qui disent même meilleur moyen nous qu'à aller dans route ça que nous rencontrer le président nous aller nous expliquer et nous initier le président vient créer une commission à l'époque qui était dirigée par l'ancien ministre des Affaires étrangères ou ancien officier militaire c'est François Benoît commission ça qui était là dans d'autres personnalités et qui t'a fait sous gestion ministre de défense à l'époque qui était Léonard Renault et qui était commission ça nous avons en charge pour nous travailler avec la junte interaméricaine de défense qui est basée à Washington. La junte interaméricaine de défense sont structure de l'OEA. Sont structure de conseillers militaires qui ont plusieurs pays, plusieurs généraux, des hauts gradés de différentes armées et régions. Ils sont basés à Washington qui est la junte interaméricaine de défense. Il y a des experts qui étaient chita avec la commission haïtienne pendant 2 ans. Nous avons produit ça, le livre blanc. Le livre blanc, ça devient établi la doctrine pour la nouvelle armée. Qui pas l'armée, gros chars, etc. Mais qui était l'armée qui était plus allée au service du développement, au service de la protection de la population. Par exemple, où des jeunes l'armée qui t'a mis un corps de génie, qui t'a renforcé, qui t'a là pour assister la population. Donc, disponible? En cas de, bien sûr. Au contraire, il arrive à un moment où tu as supposé réactualiser. Et document ça là. Et c'est ça qui te permet l'armée à te chita. Il devait nous permettre de une coopération avec le Mexique. Mais question, l'autre, j'ai toujours entendu Abdou américain pas d'accord, je ne sais pas ça. Et pas ça le certainement, et nous avons l'armée qui a une histoire, qui a une histoire de violation des droits humains, etc., qui devine une certaine réserve, bon côté une série de certaines structures à Washington. Mais ce n'était pas l'administration américaine. Commission, ça, le président Martelly a créé. Vis-à-vis nous, c'était la junte interaméricaine de défense. Et je me rappelle, le département défense des États-Unis était désigné un colonel qui était fait partie de commission ça pendant toutes 2 ans. C'est-à-dire, il était au courant, il était connaît. À aucun moment, je ne connais pas une opposition pour pas de là. Mais je ne sais pas ça. Je ne sais pas l'autre niveau, mais même à mon niveau, non. Je connais qu'il y a une certaine réserve et il y a toujours des embargos qui sont pour question d'armes. Au fur et à mesure qui deviennent sortis et au fur et à mesure tout devient une certaine acceptation de coopération avec l'armée. Même les États-Unis directement nous demandaient l'assistance qui était bail, mais qui était au moins travail de concert avec le Mexique pour te former des soldats, former des militaires qui ont nos embryons armés, ça n'a rien là. C'est le président Jovenel était venu activer mettez actif, ma bon cas.
Je me rappelle, quand j'étais ministre, nous avons une négociation de fait avec Taïwan pour recevoir près de 100 fusils d'assaut avec tout équipement, etc., pour la protection des infrastructures militaires. Mais, on connaît généralement, c'est une loi américaine, depuis on va coopérer avec un pays qui voulait bon équipement militaire, il a besoin d'autorisation du département de défense des États-Unis, parce que généralement, c'est des armes de fabrication américaine, etc. Et tout ça a été négocié. Et moi, je pense que cette histoire de je pense que c'est une décision souveraine pour lier. Une fois qu'on établit une doctrine, on montre que quand on veut aller, c'est pas l'armée qui parle là, qui parle besoin de gros chars entrer dans la guerre à personne. Sont l'armée qui est là pour servir, pour assister la population qui a des désastres naturels. On l'armée qui a une unité sur la frontière pour aider à protéger la frontière là, contre trafic d'armes, trafic humain, trafic de drogue, etc. On l'armée qui a une unité anti-terroriste, anti-gang, etc. Ça, c'est un bagage qui est normal pour un pays gain. Et c'est le fait que tu as un manque de courage très souvent de la part de nos autorités pour nous discuter ça, pour nous montrer que la nécessité de l'armée. Ou imaginons si, depuis que le président Matel a commencé à initier l'armée pour nous remobiliser, imaginons aussi que si nous arrivions à l'objectif, ça, nous avons l'armée qui est plus ou moins, pas dit forte, mais qui est plus ou moins structurée. Peut-être la situation sécuritaire est mieux.